Bon matin. Alors, je vais vous introduire la première conférence de ce matin. C'est Mme Cécilia Légaré. Mme Légaré est étudiante au doctorat en biochimie à l'Université de Sherbrooke au sein du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires, donc le GRIM, et au laboratoire Écogène 21 Biocluster. Mme Légaré. Donc, bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de me permettre de présenter les résultats que j'ai obtenus au cours de ma maîtrise sous la supervision des professeurs Luigi Bouchard et Cynthia Gagnon. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'épigénétique et de fonction musculaire en DM1. Donc, premièrement, la DM1, ou la dystrophie myotonique de type 1 ou DM1, comme je l'ai appelé pour le reste de ma présentation, c'est une maladie où les patients peuvent présenter plusieurs atteintes cliniques, soit des cataractes, de l'arythmie cardiaque, des troubles endocriniens, de l'hypersomnolence, des troubles cognitifs. Mais je voudrais surtout attirer votre attention sur la faiblesse musculaire ainsi que l'insuffisance respiratoire dont les patients peuvent en être atteints. Donc, je vais faire un bref retour sur la génétique. Donc, dans chacune de nos cellules, on possède de l'ADN qui va être ensuite, d'une certaine façon, transcrit en ARN, puis en protéines, ce qui va nous permettre à notre corps de faire un peu toutes les activités dont on a besoin. Donc, en DM1, on a notre ADN. On a un petit bout de cet ADN-là qui s'appelle un gène. Et en DM1, le gène qui est atteint d'un défaut, c'est le gène DMPK. Et en fait, dans ce gène-là, on retrouve des répétitions trinucléotidiques de CTG qui sont répétées plusieurs fois. Les patients qui sont atteints de DM1 vont présenter plus de 50 répétitions. Par contre, c'est quand même normal d'en présenter moins de 50. Donc, tout comme je l'expliquais tout à l'heure, ici, on peut voir le gène DMPK, puis la répétition qui se trouve ici. Normalement, moins le nombre de répétitions CTG est élevé, moins le phénotype que va présenter les patients va être sévère. Par contre, plus le nombre de répétitions va être élevé, plus le phénotype sera sévère. Il y a certains patients qui vont présenter ce qu'on appelle une interruption de la répétition trinucléotidique, puisque ces patients-là vont présenter, au lieu que leur répétition soit seulement des répétitions CTG, 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 ils vont présenter une interruption, puisqu'ils vont avoir des inclusions de CCG ou de GGC au sein de leur répétition trinucléotidique. C'est ce qu'on va appeler une interruption trinucléotidique. Donc, il y a plusieurs phénotypes dans la DM1. C'est soit 4 ou 5, tout dépendant de quel auteur on va consulter. Il n'y a pas vraiment présentement consensus. Pour aujourd'hui, je vais m'en tenir à ces 4 phénotypes-là. Puis, ils sont principalement classifiés en fonction du nombre de répétitions CTG et de l'âge d'apparition des symptômes. Pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur le phénotype adulte, dans lequel les patients vont présenter plus de 50 répétitions CTG et un âge d'apparition des symptômes supérieur à 10 ans. Un des problèmes en DM1, c'est qu'il y a beaucoup de variabilité phénotypique d'un patient à l'autre. On sait que c'est en partie attribuable au nombre de répétitions CTG. Comme j'ai dit tout à l'heure, plus les patients vont présenter de répétitions CTG, plus ils vont être atteints. Par contre, il y a également des patients qui vont présenter sensiblement le même nombre de répétitions CTG, mais pour lesquels certains patients vont présenter très peu d'atteintes, tandis que d'autres patients vont présenter plusieurs atteintes. Il y a plusieurs mécanismes qui ont été proposés pour expliquer ce problème de variabilité-là. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur un mécanisme qui est l'épigénétique. L'épigénétique, ça veut dire sur la génétique. C'est donc des modifications qui vont se transmettre au moins d'une génération à l'autre et qui vont influencer l'expression des gènes, donc le niveau d'expression d'ARN. Donc, on va avoir plus ou moins d'ARN et donc plus ou moins de protéines, mais ça ne va pas aller changer la séquence en elle-même de l'ADN. C'est un peu la même chose que notre ton de voix. Si on dit, comme ce monsieur-là, il dit « Viens m'aider », mais qu'il dit en chuchotant, tandis que lui vient dire « Viens m'aider », on a vraiment besoin d'être là. Pourtant, on ne change pas ce qu'on dit. C'est vraiment juste le ton de voix qui change. Ouais, je pense qu'il faudrait un petit peu plus vite aider
le petit monsieur-là, ça a l'air vraiment lourd, ces boîtes. Donc, l'épigénétique, c'est un peu ça. Ça va venir rajouter de l'information sur notre ADN, puis ça va nous dire, bon, il faut en faire plus, il faut en faire moins. Donc, une de ces modifications-là, c'est la méthylation de l'ADN, où on va venir ajouter un groupement méthyle sur l'ADN. Donc, un groupement méthyle, c'est ça ici. Puis, ici, on a notre ADN de tout à l'heure. Ici, on peut lui rajouter des groupements méthyle. On peut voir que ça produit beaucoup moins d'ARN que lorsque l'ADN n'est pas méthylé. Puis, moins on a d'ARN, normalement, moins on fait de protéines. Donc, lorsqu'on a de l'ADN, généralement, on produit moins de protéines. De l'ADN méthylé, excusez. Donc, l'objectif de mon projet était d'évaluer l'impact de la méthylation de l'ADN du gène DMPK sur les profils musculaires et respiratoires des patients qui étaient atteints du phénotype adulte de l'ADM1. Donc, pour ce faire, on a accès à une cohorte de patients, de 90 patients atteints du phénotype adulte de la DM1. On avait également accès à leurs échantillons sanguins, ainsi qu'à plusieurs données qui étaient récoltées pour ces patients, soit le profil musculaire, les fonctions pulmonaires, cardiaques, endocriniennes, ainsi que le profil cognitif. Donc, on a donc mesuré la mesure de la longueur de la répétition CTG, ainsi que la présence d'une interruption par une technique qu'on appelle Small Pool PCR. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. On a ensuite fait la méthylation de l'ADN par une technique qui s'appelle le pyroséquençage. Puis j'ai fait des régressions linéaires multiples comme l'analyse statistique. Donc, ici, on peut voir la longueur de la répétition CTG. C'est une technique qui ressemble à ça ici. Donc, on peut voir ici des répétitions CTG, c'est pour le même individu. Ici, on les voit dans le sang. On peut voir que c'est beaucoup stable. Par contre, si on va voir dans le sperme, on peut voir que ça change. Donc, il y a de la variabilité sur la longueur des répétitions CTG d'une cellule à l'autre. Ici, c'est la technique pour mesurer la présence d'une interruption. Donc, s'il y a des interruptions, on est capable d'aller couper aux endroits où ces interruptions sont produites. Donc, on prend une répétition CTG, on ne lui fait pas de traitement. Puis ensuite, on va voir si on est capable de la couper. Ici, on peut voir qu'il y a une interruption chez ce patient-là. Ici, c'est encore mon gène DMPK. On peut voir la répétition CTG ici. Puis, les rectangles verts et blancs sont les régions dont j'ai analysé la méthylation de l'ADN. Les rectangles blancs présentaient des niveaux très faibles de méthylation de l'ADN et donc très peu de variabilité, ce qui ne pourrait pas vraiment expliquer la variabilité de la variabilité phénotypique qui est présente chez les patients. On va donc se concentrer pour le reste de la présentation sur les régions qui sont en vert, soit les régions L1, L2 et L6 ici. On a évalué les patients avec un bilan musculaire quantitatif avec un microfet 2, soit on a fait la MIRS. On avait choisi comme muscles proximaux les abducteurs de l'épaule et les extenseurs du genou, puis comme muscles distaux les dorsifléchisseurs de la cheville. On a ensuite fait un MEC test avec valeur en newton-mètre, et tout ça a été réalisé par une physiothérapeute avec une formation et des procédures standardisées. On a ensuite mesuré la force de préhension avec un dynamomètre Jamar, et ça aussi, ça a été effectué par une physiothérapeute, ainsi que la force de pince avec un pince-mètre ABL. Ensuite, on a effectué la mesure du bilan respiratoire, donc la capacité vitale forcée, le débit expiratoire de pointe, l'inspiration maximale et la pression expiratoire maximale qui ont été effectuées par une inhalothérapeute, encore une fois avec formation et procédure standardisée. Oups. Donc ici, on peut voir les caractéristiques de l'échantillon. En moyenne, les patients avaient 41 ans, puis il y avait une légère surprévalence de femmes. On peut voir ici que les répétitions CTG étaient en moyenne de 603 répétitions. Il y avait également 9% des participants qui présentaient une interruption de leur répétition CTG. Ensuite, pour ce qui est du profil musculaire, on peut voir ici les moyennes et les écarts types pour les forces. Donc, des abducteurs de l'épaule, en moyenne, c'était 40,8. La force des extenseurs du genou, 80,9.
des dorsifléchisseurs de la cheville, 14,2, de préhension, 8,6, la force de pince, 5,2, la capacité vitale forcée, 82,9, le débit expiratoire de pointe, 63,1, la pression inspiratoire maximale, 66,4 et la pression expiratoire maximale, 58,5. J'ai ensuite fait des modèles de régression linéaire multiples pour essayer d'aller expliquer la variabilité du profil musculaire. On a donc inclus des variables qu'on savait affecter ou qu'on pensait fortement qui allaient fortement affecter la force des adducteurs de l'épaule, soit le sexe, l'âge, la longueur de la répétition CTG et l'interruption de la répétition. Puis ensuite, on a rajouté notre méthylation de l'ADN pour voir si la méthylation de l'ADN pouvait permettre d'expliquer une variabilité supplémentaire. Donc, comme on peut voir ici, la méthylation de l'ADN n'explique pas la force des adducteurs de l'épaule ou des extenseurs du genou. Par contre, elle permet d'expliquer la force des dorsifléchisseurs de la cheville, celle de préhension et celle des pinces. On peut remarquer ici que le site L6B ne rentre pas dans l'explication de la variabilité du profil musculaire. Par contre, pour le profil respiratoire, c'est le site de méthylation qu'on retrouve plus présent, donc qui serait comme plus associé aux variables respiratoires qu'aux variables musculaires. Donc ici, c'est la même chose. On avait rentré pour les variables respiratoires l'âge, le sexe, la longueur de la répétition CTG, l'interruption de la répétition, le tabagisme et le poids. Puis on peut voir ici que la méthylation de l'ADN vient expliquer la variabilité de la capacité vitale forcée, du débit expiratoire de pointe, de la pression inspiratoire maximale et expiratoire maximale. Donc en conclusion, la méthylation de l'ADN au locus des MPK est associée au profil musculaire et respiratoire des patients qui sont atteints de DM1, et ce, indépendamment de la longueur des répétitions CTG. Et les marques épigénétiques pourraient donc expliquer en partie la variabilité phénotypique. Comme perspective, on a seulement couvert une petite partie du gène des MPK. Donc, c'est sûr que même si on a trouvé des sites qui seraient associés, il y a probablement plusieurs autres sites de méthylation qui pourraient être associés. Donc, on aimerait vraiment ça, aller mesurer la méthylation de l'ADN dans tout le gène pour voir si on ne serait pas capable de trouver d'autres sites qui soit expliqueraient mieux ou qui, en combinaison, permettraient de plus expliquer encore la variabilité phénotypique. Donc, aussi, le sang, on a mesuré la méthylation de l'ADN dans le sang. Comme le sang n'est pas vraiment un tissu qui est affecté en DM1, on aimerait vraiment pouvoir aller mesurer la méthylation de l'ADN dans le muscle. Et c'est un projet qui est financé par la Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie. C'est sûr que vous devez vous demander qu'est-ce que ça peut apporter pour la clinique. C'est sûr que c'est à long terme, mais on aimerait ça faire une étude longitudinale pour valider la possibilité de prédire la progression ou la sévérité de la DM1 à l'aide de la méthylation de l'ADN. Donc, de voir que si un patient présente un certain niveau de méthylation de l'ADN à ces sites-là, est-ce qu'on serait capable de prédire que dans X temps, il va développer tel symptôme, puis peut-être pouvoir essayer de compenser ou d'essayer de trouver un traitement préventif plutôt que d'arriver avec « Ah, bon, le patient développe ça, qu'est-ce qu'on peut faire? » On aimerait peut-être aussi éventuellement que la méthylation de l'ADN pourrait aider à comprendre les variations dans les résultats des autres cibles thérapeutiques. Donc, si un patient qui répond plus ou moins à un médicament, peut-être que ça pourrait être en réponse à la méthylation de l'ADN qui vient un peu changer la réponse des individus qu'on pourrait considérer comme étant atypiques ou normaux. Donc, pour finir, j'aimerais remercier mes directeurs de recherche, professeurs Louis G. Bouchard et Cynthia Gagnon, l'équipe EpiMet, le Ecogène 21 BioCluster, l'équipe du GRIM, le laboratoire de Darren Moncton et principalement Gail Overend qui a effectué toutes les analyses de la longueur, de la mesure de la longueur de répétition CTG et de la présence des interruptions, les organismes subventionnaires et vous pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour Cécilia. Bonjour. Bravo pour ta présentation. J'ai quelques questions pour toi. Puis là, ça fait foi vraiment de mon ignorance de l'épigénétique. Il n'y a pas de problème. Tu as parlé de la transmissibilité des phénomènes épigénétiques. Oui. Peux-tu nous élaborer ça un peu? Je veux dire, comment ça se transmet, ça, d'une génération à l'autre? Mais en fait, oui, ça se transmet. Les marques épigénétiques vont se transmettre durant
le développement, le fœtus va avoir un remodelage de son épigénome, mais il va avoir une partie qui va être conservée des deux parents. Puis il y a des études, surtout chez la souris, qui ont été faites, puis comme de quoi vraiment l'épigénome va se transmettre de la souris, des parents des souris, puis ça va aller affecter vraiment l'enfant en tant que tel, ou le fœtus souriceau. Est-ce que la méthylation de l'ADN, c'est un phénomène qui est stable dans le temps? Ça, parce que tu veux faire des études longitudinales. Est-ce qu'on a c'est-tu clair, cette notion-là? Ça peut s'adapter. Ça dépend des sites. Il y a des sites qui vont être affectés par l'âge. Il y a d'autres sites qui ne sont pas nécessairement affectés. Ça, c'est vraiment un site spécifique. Par contre, ça serait possible quand même de voir, d'être capable de voir... l'évolution risque d'être stable dans le temps, donc on serait quand même capable de voir une différence entre les deux temps, ou en tout cas, selon moi. C'est sûr que je n'ai pas fait les analyses. OK. Puis l'autre question, en fait, c'est parce que tu as parlé des interruptions CTG. Oui. C'est intéressant parce que tu es la première à regarder des résultats cliniques ou des phénotypages cliniques en lien avec l'interruption dans notre population à nous. Oui. Et tu ne sembles pas avoir dégagé dans tes analyses de régression, je veux dire, que si les phénomènes d'interruption avaient une influence quelconque. Est-ce que c'est parce qu'il y a seulement 9 % de notre population? En tout cas, tu penses qu'il y a des interruptions à peu près dans 9 % de nos patients? En fait, est-ce que c'est juste le petit N qui fait que, je veux dire, ça serait peut-être pas significatif? Déjà, en partant, 9 % de la population, c'est déjà plus gros que ce qu'il y a dans le monde. Pour l'instant, dans la population générale, ce qui a été fait comme mesure, c'est environ dans 5 % de la population que les interruptions vont se produire. Donc déjà, avec 9 % de la population, on a déjà un plus grand N que ce qu'il y a présentement. C'est sûr que c'est peut-être aussi en lien avec les phénotypes cliniques qui ont été évalués, qu'on ne voit pas vraiment l'effet. Ce qui avait été beaucoup ressorti pour l'instant, c'était l'âge d'apparition des symptômes. Les patients qui présentaient une interruption de la répétition vont avoir un âge d'apparition des symptômes plus jeune que les plus tardif. Ils vont être moins affectés que les patients qui n'ont pas d'interruption. OK, merci. De rien.